Bonjour, donc ravi de partager ce TD qui portait sur la conduite à tenir devant un cas de coqueluche avec vous. Pourquoi s'intéresse-t-on à la coqueluche? Parce que le diagnostic il reste difficile et qu'il est souvent méconnu, en particulier chez l'adolescent et l'adulte. Et que le traitement antibiotique il est peu efficace sur la toux. Certes, il réduit la contagiosité, mais il reste peu efficace sur la toux. Donc, on a des objectifs au cours de cet TD à atteindre. Comment diagnostiquer une coqueluche? Quand est-ce qu'on peut penser une coqueluche? Et on doit connaître aussi l'attitude thérapeutique et qu'on planifie ensemble le suivi du patient et qu'on doit connaître les recommandations en termes de prévention de la coqueluche. Donc, on a avant, certes, c'est un TD, c'est une conduite à tenir, mais je vais vous présenter un petit aperçu sur la coqueluche avant d'entrer dans la conduite proprement dite devant un cas de coqueluche. Donc il y a un plan à suivre. Je vais vous parler un peu de l'introduction, pourquoi on s'intéresse à la coqueluche et quelques mots sur la physiopathe. Et après, on va passer à la prise en charge de la coqueluche. Donc, la coqueluche est une toxi-infection respiratoire, strictement humaine, peu immunisante, à déclaration obligatoire, et elle est très contagieuse. Elle est due au bacille de Burdi-Kongo, Bordetella pertussis et parapertussis. Ces bactéries extracellulaires sécrètent des toxines et des adhésines qui sont responsables, bien sûr, des effets cytopathogènes, des effets locaux et systémiques observés lors de la maladie, tels que la destruction, bien sûr, de l'épithélium respiratoire, cilié et l'hyperlymphocytose. Donc, elle est largement répandue dans le monde, selon l'OMS, il y a 60 millions de personnes avec 300 000 de décès. L'épidémiologie, elle s'est transformée sous l'effet de la vaccination. On note que sa fréquence elle est méconnue, notamment chez l'adolescent et l'adulte, qui participent à la pérennisation de la circulation de Bordetella pertussis. Donc, la culture, bien sûr, le diagnostic qui se pose et repose sur la culture et repose sur la PCR. Et le contrôle de la transmission passe par le renforcement de la vaccination, notamment chez l'adolescent et l'adulte, la formation des médecins à la reconnaissance précoce des cas, en particulier chez l'adolescent et l'adulte, et elle peut être ramenée à 5 jours si un traitement par un macrolide est mis en œuvre. Donc, bien que la vaccination des enfants ait eu un impact très important, celle-ci reste endémique, surtout chez les adolescents et les adultes, qui peuvent bien sûr contaminer les nouveau-nés et les nourrissons non vaccinés pour que la maladie reste dramatique, voire mortelle. On doit démontrer l'intérêt de la coqueluche. Donc la coqueluche, elle reste toujours une maladie d'actualité dans le monde. Pourquoi on s'intéresse? D'abord, parce qu'elle est grave. Surtout chez le nouveau-né, le nourrisson, et les personnes à risque, telles que les femmes enceintes et les personnes âgées, qui tiennent des complications, bien sûr, respiratoires et neurologiques, un risque de mortalité, avec bien sûr des lourdes séquelles psychiques en cas de guérison. L'intérêt, c'est sa fréquence. Elle est largement répandue dans le monde, mais en fait, l'incidence de l'infection est variable selon les pays, en raison du vaccin utilisé et de la couverture vaccinale. En effet, le relâchement ou l'abandon de la vaccination entraîne bien sûr une résurgence de la maladie. Il y a des dizaines de cas qui sont régulièrement observés chaque année en Algérie, malgré la généralisation de la vaccination. Le troisième, c'est la difficulté du diagnostic. En effet, le Bordetella pertussis et parapertussis sont difficiles à isoler et à cultiver aussi. Et la technique de la PCR en temps
réelle et très délicate, car les laboratoires qui la pratiquent doivent suivre les recommandations en termes de locaux et des modes opératoires. Quant à la sérologie, bien sûr, elle est peu utilisée à cause de l'absence des kits, généralement commerciaux, voilà, qui sont validés en raison de l'indisponibilité de ces tests beaucoup plus spécifiques. Perçu sur la bactérie. Donc, c'est la bactérie, le Bordetella pertussis. C'est des bactéries gram-négatives de la famille des alcaliginae, donc genre Bordetella. On a le Bordetella pertussis et on a le Parapertussis. C'est des petits cocobacilles gram-négatifs, aérobie stricte, asporuli, encapsulés, non ciliés, sont immobiles et se développent généralement à une température qui est entre 35 et 37. Active sur le milieu de Bordeaux-Congo, élaborée à partir d'infusions, d'où la dénomination du germe, élaboré à partir d'infusion du pomme de terre avec 10% de glycérol, ou bien le milieu de Reganoi. Bien sûr, le reste, il est dans les pays en voie de développement. Bien sûr, la couverture vaccinale, généralement, elle est un peu faible, peut-être responsable des petites épidémies de coqueluche sur un fond d'endémie. Les enfants, généralement, sont le réservoir de contamination. Les adultes sont périodiquement naturellement réimmunisés par ces enfants et la mortalité infantile, ici, elle est élevée, surtout quand il s'agit d'une malnutrition, quand la maladie elle se complique par des complications respiratoires. Clairement, aux pays industrialisés où la couverture vaccinale est élevée, généralement en France, c'est plus que 90% des cas, c'est les adultes et les personnes âgées qui sont le réservoir. D'où la résurgence des cas de coqueluche chez les jeunes nourrissons non vaccinés contaminés par les adultes. Pardon. Donc la transmission, du moment que le réservoir il est humain, donc c'est strictement interhumain par voie aérienne, avec un taux d'attaque qui est élevé, 75% en cas de contact proche et répété. Un petit aperçu aussi sur la physiopathologie. Pardon. Donc la coqueluche, on s'est dit que c'est une toxi-infection. Donc la bactérie, elle produit des nombreux facteurs de virulence exerçant leur pouvoir pathogène le long de l'épithélium trachéobronchique. Ces facteurs de virulence spécifiques appartiennent au groupe des adhésines et ou des toxines, dont la toxine pertussique entraîne une hyperlymphocytose avec une hypersensibilité à l'histamine, et il y a une hémagglutinin filamenteuse, c'est l'adhésine qui est impliquée dans l'interaction avec les cellules de l'hôte. Il y a aussi des effets cytopathogènes systémiques tels l'hyperlymphocytose et l'hyperinsulinémie. Sur ce tableau, ça illustre généralement que la contamination doit être transmission par temps, ou bien la contamination doit être très proche par des gouttelettes des aérosols. Donc il y a une courte distance, donc le prélèvement il se fait au niveau du nasopharynx. Quand c'est compliqué, c'est des complications généralement pulmonaires qui peuvent se manifester par des apnées syncopales. C'est pourquoi l'atteinte, c'est-à-dire l'exercice de la virulence spécifique au contact de l'épithélium respiratoire et la production d'adhésine de toxines. Donc il y a une synergie d'action qui est entre l'adhésine et la toxine qui peut être responsable d'un syndrome infectieux et d'un syndrome toxinique. Quand il y a un syndrome toxinique, il est local, il donne une nécrose des cellules ciliées bronchiques ou bien systémique, une hyperlymphocytose. Mais ici, on ne trouve pas de fièvre. Donc, le diagnostic, il faut retenir qu'une toux prolongée plus ou égale à une semaine chez un enfant anciennement vacciné où l'adulte doit faire rechercher une coqueluche. Un petit aperçu aussi sur la clinique. Pardon. Il y a après une incubation, généralement qui ne dépasse pas les 10 jours. Il y a la toux, bien sûr. La fièvre, elle est absente. Contrairement à la forme clinique bien caractérisée, nous sommes non partiellement vaccinés, qui peut se manifester par un champ de corps. La forme de l'adulte, elle est atypique généralement et volontiers atténuée par une résiduelle. Donc, comme j'ai dit, il faut qu'on retient qu'une toux prolongée plus qu'une semaine chez un enfant anciennement vacciné ou bien chez un adulte, il faut qu'on pense à la coqueluche. Il y a la deuxième phase, c'est la phase
de primo-invasion, bien c'est le catarrhe. Donc, ou bien ici, si la contagiosité elle devient maximale, avec des signes qui sont non spécifiques, rhinite, éternuement. Et il y a la deuxième phase qui est la phase des quintes. Et généralement, elle est un peu particulière chez le nourrisson. C'est la forme grave de la coqueluche maligne, avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë, avec une hyperlymphocytose majeure. Donc, elle se manifeste par des quintes de toux paroxystiques avec une difficulté de reprise inspiratoire ou toux chronique spasmodique avec une prédominance de nocturne sans fièvre. Pardon. La troisième phase, c'est la phase de convalescence. Ici, il y a une diminution, bien sûr, progressive de la fréquence de la sévérité, la fréquence et de la sévérité des quintes, avec une hyperréactivité bronchique résiduelle de quelques semaines à quelques mois. Des fois, elle dépasse 6 mois. Alors que l'évolution stéréotypée en 3 phases est fréquente chez les nourrissons non vaccinés, elle n'est pas toujours identifiable en dehors de ce cadre classique, notamment chez l'adulte ou bien chez la personne âgée. C'est quoi la quinte? Donc, elle est formée de 3 éléments. Une toux spasmodique, une reprise inspiratoire, une expectoration. Elle peut être spontanée, soit provoquée par l'excitation de voile du palais, par la baisse langue ou bien par l'alimentation. Donc l'enfant il s'arrête de jouer parce qu'il y a des prodromes qui précèdent bien sûr la forme, la quinte. Donc il retient sa respiration, les traits de son visage expriment l'anxiété. Donc il médite sa quinte. Ici, sur ce tableau, il y a une petite synthèse de l'évolution de la coqueluche par rapport à la contamination. Donc on voit après l'incubation, il y a la phase d'invasion, c'est la phase catarrhale. On voit à partir de la phase catarrhale où la contagiosité est extrême, il y a une diminution jusqu'à pratiquement au pic de la toux. Quand elle atteint l'intensité de la toux, bien les symptômes atteignent leur intensité, généralement au milieu des quintes, au milieu de la phase 2, il y a une diminution de la contagiosité. Donc, il faut, devant un tableau clinique pareil, il faut diagnostiquer. Un diagnostic, il se fait par quoi? Un diagnostic d'abord microbiologique. Donc, devant une suspicion clinique de coqueluche, il faut une confirmation. De façon impérative, si une personne à risque a été exposée. Donc, elle doit être biologique et épidémiologique. Biologique, si les délais sont compatibles avec un prélèvement discriminant. Épidémiologique, quand il y a un cas confirmé au sein de l'entourage. Quelles sont les indications de prélèvement? C'est le patient symptomatique depuis moins de 21 jours ou un individu contact d'un cas index symptomatique depuis plus de 21 jours. Le prélèvement il se fait par aspiration ou bien par un écovionnage nasopharyngé ou bien quand on recueille de mucus de quinte. Donc, les méthodes d'identification, la méthode de référence reste toujours la PCR, bien sûr, bonne sensibilité et bonne spécificité. Comme alternative, c'est la culture, c'est des milieux spécifiques. Uniquement réalisée dans les 15 premiers jours, car elle est négative au-delà de 15 jours. Les résultats, on l'obtient généralement dans maximum 7 jours. La spécificité, elle est à 100%, mais il y a une faible sensibilité. Indirecte, la sérologie Bordetella qui n'a plus sa place en diagnostic courante et généralement elle n'est pas remboursable. Et même voilà. Autre examen paraclinique, la formule. Pourquoi la formule? La numération formule sanguine, parce qu'on doit rechercher l'hyperlymphocytose, souvent plus que 10 grammes par litre, qui est évocatrice mais elle est inconstante. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de syndrome inflammatoire. La radio de thorax aussi, on peut trouver une radio normale. Mais surtout, elle est utile au diagnostic différentiel. Plus rarement, on peut trouver un léger syndrome interstitiel bilatéral, sauf en cas de complications. Pardon. Donc, ici, il y a une orientation clinico-diagnostique devant une suspicion de coqueluche, une toux persistance plus ou paroxystique plus que 7 jours. Cette toux, qu'elle soit émétisante ou bien à recrudescence nocturne, avec il y a suspicion d'un contagion identifié, il faut penser à la coqueluche. Donc, quels que soient les antécédents,
de maladies ou vaccinations coquelucheuses si plus que 10 ans. Donc la durée de l'atout, c'est elle qui doit nous guider pour le prélèvement. Si elle est moins de 15 jours, on doit pratiquer une PCR ou bien une culture. Si elle est plus de 21 jours, c'est la PCR. Si elle est plus de 21 jours, le diagnostic, il reste clinique avant tout. Mais s'il y a un cas secondaire, la PCR, on doit pratiquer la PCR ou la culture, même si le délai dépasse 21 jours. Donc, on doit éliminer bien sûr les étiologies des toux subaigus non fébriles, notamment les toux infectieuses, les suites d'une infection virale, bactérienne, la mycoplasme pneumonique, chlamydie, une grippe ou bien une sinusite chronique. On doit éliminer aussi une toux allergique, une toux mécanique, suite à un reflux gastro-œsophagien, ou bien une compression trachéale, une toux iatrogène, surtout les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, et une toux psychogène. Pour éliminer ces étiologies, on doit passer à la prise en charge. Donc, comment traiter une coqueluche et comment planifier le suivi du patient. Il y a un double but. D'abord, il faut réduire la contagiosité et écourter la symptomatologie. Donc, il y a une possible, celle-ci, c'est possible seulement s'il y a une administration précoce à la phase catarrhale. Car les antibiotiques sont inefficaces sur les symptômes quand on arrive à la phase des quintes. Donc, première intention, on donne un macrolide, la clarithromycine 7 jours ou bien l'azithromycine 3 jours. Comme alternative, s'il y a une contre-indication au macrolide, on donne le cotrimoxazole pendant 14 jours, mais les bêta-lactamines sont inefficaces. Il y a des cas particuliers aussi, quand il s'agit d'une femme enceinte, on donne l'azithromycine qui ne sont pas contre-indiqués, même si la femme, elle allaite. Traitement symptomatique ou adjuvant, donc l'oxygénothérapie, s'il y a le malade des satures. Contrôle d'hydratation de la nutrition, bien sûr, les anticycliques n'ont pas un effet, ils n'ont pas démontré leur effet. Et s'il y a des formes compliquées, on traite selon la complication, surtout s'il y a une complication infectieuse, c'est-à-dire une surinfection bactérienne, donc on doit donner des antibiotiques par voie générale. Après, il faut qu'on dépiste aussi les complications, notamment les complications pulmonaires, c'est-à-dire une quinte asphyxiante, une apnée, une atylectasie par obstruction bronchique, des surinfections bronchopulmonaires bactériennes ou virales qui sont sévères et qui risquent de donner un syndrome de détresse respiratoire aiguë. S'il y a une tare, donc il faut qu'on cherche la décompensation d'une comorbidité sous-jacente, notamment l'insuffisance cardiaque, respiratoire ou bien diabète. Une décompensation d'une comorbidité comme... Bon, pardon, quand il y a des complications mécaniques liées à la toux, notamment prolapsus et hernie, et en cas de dénutrition et ou de déshydratation, donc, et qui sont secondaires au vomissement et aux difficultés alimentaires. Donc, il faut agir, c'est-à-dire pour réduire les complications et l'intensité, la gravité de la maladie. Donc, après, on passe, il faut connaître les recommandations en termes de prévention de la coqueluche. La première recommandation, c'est des règles d'éviction de l'entourage et aux collectivités. Si le patient est à domicile, on le met sous azithromycine ou bien la clarithromycine, cotrimoxazole pendant 5 jours. Si le patient est hospitalisé, il faut le mettre dans une chambre individuelle avec bien sûr des précautions complémentaires, non seulement la bavette, une tenue spéciale pour ne pas avoir un risque de contamination nosocomiale. Les gouttelettes avec un masque chirurgical, les durées d'isolement, elle est pratiquement la même que celle qui se fait à domicile. On doit donc donner des antibiotiques, bien sûr, c'est les mêmes antibiotiques que le schéma curatif, c'est le plus précocement possible après le comptage, au maximum 21 jours après le dernier comptage avec un cas index. Il y a deux situations. Il y a un contact proche, on donne une antiprophylaxie, sauf chez les sujets complètement vaccinés depuis moins de 5 ans. Mais les contacts occasionnels, antiprophylaxie uniquement chez les sujets à risque ou incomplètement vaccinés, mais aussi chez les sujets en contact avec les nourrissons.
Le troisième volet, c'est la vaccination. Donc la vaccination de la coqueluche, elle est pratiquée avec le vaccin de la coqueluche acellulaire combiné à d'autres valences. Il y a une valence vaccinale coqueluche acellulaire pleine dose d'antigène coquelucheux. Il y a la valence vaccinale coqueluche acellulaire à dose réduite d'antigène coquelucheux qu'on utilise généralement chez les adolescents ou bien l'adulte. Et elle comporte 3 volets. Le calendrier vaccinal chez l'enfant, bien sûr le jeune adulte, le stratégie de cocooning et la prévention au milieu professionnel. Notre calendrier de vaccination, on voit ici sur ce tableau qu'on commence ici en Algérie, notre vaccin, le DT, coq, hémophilus et l'hépatite B, c'est au 12e mois, 4e mois et 12 mois. Et pour l'adulte, pour l'adulte, pardon, le DT coq uniquement, sans là, on le donne à l'âge de 6 ans, le rappel de 6 ans. Il y a la stratégie de cocooning qui consiste à une vérification et au besoin un rattrapage vaccinal au sein des catégories d'individus à risque d'être en contact étroit avec un des futurs nourrissons et chez les adultes ayant un projet parental. Donc, ou bien, au cours de la grossesse, c'est les enfants de la fratrie ainsi que le conjoint, les personnes susceptibles d'être en contact étroit et durable avec le futur nourrisson au cours des 6 premiers mois, si la mise à jour de la vaccination n'a pas été faite antérieurement, et en postpartum immédiat pour la mère, qui conviendrait idéalement de vacciner avant la sortie de la maternité, même si elle allait. Au milieu professionnel, la stratégie est la même, mais la vaccination contre la coqueluche recommandée, c'est pour le personnel soignant dans leur ensemble, les personnes travaillant en contact étroit et répété avec les nourrissons âgés de moins de 6 mois, notamment une maternité, service de néonat et service de pédiatrie, et les étudiants, bien sûr, des filières médicales et paramédicales, les professionnels chargés de la petite enfance, notamment les assistants maternels, les personnes effectuant régulièrement de babysitting. En 4e, c'est la notification des cas. Donc, s'il y a des cas groupés plus ou égal à 2 survenant dans les collectivités, écoles, internats, crèches, c'est au médecin inspecteur de santé publique. Et les cas nosocomiaux en maternité-hôpital doivent aviser le CLIN, outre la notification des cas groupés, bien sûr, au médecin inspecteur de santé publique qui doit s'en occuper. Il faut déclarer. C'est la déclaration ici, elle est obligatoire. Donc, je conclus, je dirais que la coqueluche est une maladie bactérienne aiguë, très contagieuse des voies aériennes, mais elle est grave, jusqu'à être potentiellement létale chez le nourrisson de moins de 6 mois, en absence de vaccination. Et que la coqueluche et la vaccination anticoquelucheuse n'induisent qu'une immunité temporaire, 10 à 15 ans après la coqueluche et 5 à 10 ans après la vaccination. Et que les anticorps maternels ne protègent pas le nourrisson de la maladie en dehors d'une vaccination au cours de la grossesse. Donc, tenant compte de ces différentes difficultés, les recommandations vis-à-vis de la coqueluche ont pour objectif principal de protéger les nourrissons non humains de la possibilité d'être en contact avec une personne atteinte de coqueluche, qu'il s'agisse d'un environnement familial ou professionnel. Donc, à retenir ensemble, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit conclure ensemble que la coqueluche, elle est causée par le Bordetella pertussis. Mais il y a le Bordetella parapertussis, mais elle est plus bénigne, contrairement au Bordetella parapertussis. Qu'il s'agit d'une maladie toxinique aiguë des voies respiratoires parce qu'elle a une action directe sur la bronchique par nécrose. En même temps, elle a une action systémique et que le symptôme cardinal représenté par la toux, une toux spasmodique, c'est des cas, et que le réservoir de la maladie chez les adolescents et les adultes, et dans les pays en voie de développement, généralement, c'est les nourrissons qui ne sont pas vaccinés, et qu'il s'agit d'une maladie grave chez le nourrisson, et que la technique d'identification de référence reste toujours la PCR. Les macrolides sont la base de l'antibiothérapie curative et de l'antibioprophylaxie, et qu'il faut insister sur les règles d'éviction, c'est-à-dire l'isolement avec des actions complémentaires, et que la prévention primaire individuelle et collective par la vaccination est essentielle.
et il faut une notification des cas. Quand on note des cas, et il faut qu'il soit plus ou égal à 2 cas. Je vous remercie. Je reste toujours à votre disposition, à votre écoute. Voici mon mail s'il y a des questions à poser. Je vais vous laisser cette vidéo. Maintenant, je vais vous donner un cours juste en Word. Comme ça, vous aurez un moment juste pour le consulter. Et vous aurez une petite idée surtout sur la maladie en détail. Et je vous